Merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à la Fondation Hermès pour cette journée, pour cette invitation et pour son soutien depuis de nombreuses années au programme de la voûte nubienne. Je suis maçon de formation, donc je parle après les architectes avec une approche un peu plus peut-être terre à terre, sans jeu de mots. Pardon. Je vais vous présenter le programme de la voûte nubienne et son implication dans les questions de savoir-faire, tant les savoir-faire techniques que les savoir-faire méthodologiques permettant la vulgarisation de concepts adaptés. La vulgarisation de concepts adaptés à grande échelle étant évidemment un enjeu majeur en termes de développement. Le programme de la voûte nubienne se déploie en Afrique subsaharienne depuis déjà 15 ans. La situation là-bas est, du fait de la démographie et de la déforestation, disparition des ressources ligneuses, le bois, la paille, qui permettaient toutes les architectures traditionnelles, et l'utilisation de matériaux importés absolument inadéquats, principalement la tôle, mais aussi, on l'a dit largement, le béton et l'acier, inadaptés en termes d'économie, inadaptés en termes de confort, de culture, d'impact environnemental et de propositions en termes d'atténuation et d'adaptation climatique. Donc, le programme de la voûte nubienne d'abord, puis peut-être un peu expliquer le savoir-faire technique et le savoir-faire méthodologique. Voilà l'exemple d'une réalisation d'un bâtiment. Une petite anecdote, il y avait un voisin qui voyait construire ce bâtiment, le gros œuvre est entièrement en terre, 100% banco. Et puis ce voisin au Sénégal était parti et revient et trouve ça et demande mais où est le bâtiment en banco que j'ai vu construire? Et quand on lui a dit que c'était un bâtiment dont on avait fait des revêtements ciment de protection, il a refusé de le croire. Et il était furieux et qu'on le prenne pour un imbécile. Il savait bien qu'on avait changé sa maison, que c'était plus la même. Le concept technique voûte nubienne est très ancien, plus de 3000, 4000, 5000 ans, 6000 certains disent, et permet la construction de voûtes en briques de terre crue sans coffrage. La plupart des voûtes nubiennes sont en chaînette, une jolie invention des architectes d'il y a quelques milliers d'années. Mais la voûte nubienne que nous avons voulu vulgariser est un quasi plein cintre. Au départ, je suis arrivé et j'ai fondé ce programme de manière un hasard. J'ai voulu comprendre comment il était possible de construire une voûte sans coffrage et je suis parti au Burkina pour le faire avec un ami paysan. Et au bout de très peu de temps, l'idée que ça pouvait être non pas seulement un happening technique, mais véritablement une proposition à vulgariser à grande échelle s'est imposée. Le matériau terre est extrêmement durable parce qu'il n'a pas de vieillissement chimique à ma connaissance. Il a des vieillissements dus aux érosions. Donc si on arrive ou bien par des entretiens récurrents ou par des matériaux durs en extérieur à bloquer les questions d'érosion, on a un bâtiment extrêmement durable. Évidemment, matériaux locaux, pas d'importation, pas de transformation. Le confort, on l'a dit, le confort thermique, esthétique, architectural. Confort aussi architectural parce que la voûte nubienne permet des toits terrasses et aujourd'hui on construit en R+1, mais il n'y aurait pas de limite, on pourrait monter je pense en R+2. Et puis le côté modulaire, ces bâtiments s'ajoutent les uns aux autres assez facilement dans des économies locales, évidemment, beaucoup de coûts de main d'œuvre et des coûts de la construction qui sont réinjectés dans les économies locales. Au départ, un programme qui était volontairement dirigé vers les populations rurales, principaux bénéficiaires, eh bien, petit à petit, s'est déplacé vers des populations urbaines, institutionnelles, des besoins pour des bâtiments communautaires de plus en plus nombreux. Donc, je l'ai dit, développement économique local,
création de ce qu'on appelle aujourd'hui des emplois verts, des emplois qui s'inscrivent dans une économie verte, l'amélioration de la qualité de vie, bien entendu, et puis les usages communautaires. Aujourd'hui, le programme se déploie dans 5 pays, d'abord le Burkina, puis le Mali, le Sénégal, et puis récemment le Ghana et le Bénin. On a un petit projet aussi en Mauritanie, et sur 14 régions, avec des résultats très intéressants, avec une croissance du marché de 30% annuel tous les ans depuis 10 ans, croissance en termes de développement intéressant, en termes de réalité au regard des besoins et au regard d'un démarrage parti à zéro, quasiment nul. Il faudrait être sur des croissances quasiment de 100% pour commencer à vraiment sentir, je pense, dans les décennies à venir, un déploiement satisfaisant. Je vois que j'ai pas été suffisamment clair. J'ai pas parlé de la méthode. Comment arriver une proposition technique, une idée, une bonne idée, nette, une véritablement bonne idée, que le jour où elle est adaptée, elle est prise, qu'elle s'est appropriée par des centaines de milliers de gens. La question, c'est comment est-ce que vous passez de ce que vous pensez être la bonne idée, qui vous prend entre une journée et 3 mois, grosso modo, à un déploiement significatif qui fait que vous avez une appropriation massive et des impacts économiques macro, économiques, environnementaux, sociétaux, etc. La question, c'est comment déployer. Comment passer de quelques exemples, de quelques gens formés, à un programme massif. Pour moi, la réponse a été clairement le marché. Le marché est en même temps le juge de votre proposition. Si vous n'êtes pas capable de créer un marché de la proposition que vous proposez, il y a un hiatus, il y a un problème, il y a un blocage. Et votre proposition est sans doute pas une bonne idée. Ou en tout cas, elle doit être, elle doit évoluer. Et puis le marché devient aussi le véhicule, le cheval de Troie de la vulgarisation, de la diffusion. Marché égale diffusion. Donc l'idée tout de suite, dès le départ, ça a été de créer un marché. D'un côté, une demande, des populations informées avec toute une méthodologie et une logistique d'information, de sensibilisation, de proposition, de plaidoyer, et de l'autre, une offre avec des maçons proposant une réponse à la demande, dans une réalité de marché, des maçons remplissant des contrats, des devis avec leurs clients, dans tous les milieux, hein, même au milieu en brousse, et des maçons en formant d'autres. Que la formation se fasse dans une réalité de marché, un petit peu dans quelque chose qui pourrait ressembler à notre compagnonnage ancien, et dans une logique de cooptation des maçons par d'autres. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention extérieure, mais c'est que ces interventions extérieures, celle du programme de la voûte nubienne et de ses partenaires, s'inscrivent dans cette dynamique. Nous ne sommes pas le marché. Nous accompagnons, nous ne sommes pas la formation. Nous l'accompagnons, nous accompagnons le marché, nous accompagnons la formation, nous la contrôlons, la dynamisons, la calculons et créons une stratégie permettant de la faire grandir. Cette approche en termes de développement a été largement saluée par des programmes internationaux, de nombreux prix, peut-être plus que le concept voûte nubienne que des tas d'autres ont pris et qu'en fait on a surtout nous simplifié, codifié et proposé, mais c'est peut-être cette méthodologie de duplication à grande échelle qui a été reconnue, même si aujourd'hui nos résultats sont encourageants mais restent modestes, je l'ai dit. Donc j'ai parlé voilà, d'une reconnaissance internationale et puis de partenaires, des fondations, partenaires financiers, partenaires de mécénat, etc. Et on en arrive au savoir-faire technique. Voilà une maison entièrement faite sans bois, sans tôle, sans ciment. Aujourd'hui, le programme a permis la construction d'après 3000 voûtes en fin de saison constructive cette année, c'est-à-dire bientôt. Là, on arrive à la saison des pluies. 3000 voûtes pour 1600 chantiers, pour 250 maçons formés, 350 en formation dans plus de 600 villages et villes en Afrique de l'Ouest. La simplification a été la base du process.
Ça a été extrêmement important. L'avantage du maçon, peut-être par rapport à l'architecte, pardon, c'est que le maçon est paresseux. Parce que le boulot est tellement dur qu'il doit chercher des solutions appropriées tout de suite. Et je pense, quand je compare des programmes comme Construction sans bois, Développement Workshop, qui ont travaillé bien avant nous et sur les mêmes territoires, je pense que l'approche extrêmement simpliste presque que j'ai adoptée, que nous avons adoptée avec mon camarade paysan dès le départ, a été une des clés de notre succès. Et puis, le côté codifié, le côté simple et standardisé. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la capacité du savoir-faire à naître et à grandir. On est, en tout cas dans les pays dans lesquels nous travaillons en Afrique subsaharienne, avec des maçons qui ont des niveaux de scolarité, de connaissances extrêmement loin de ce qui sont nos standards. La plupart n'ont jamais été à l'école. La plupart ne savent pas lire. La plupart ne savent pas compter. Et pourtant, c'est sur ces gars-là, sur leur capacité de travail, d'implication, qu'il faut construire un programme de construction à très grande échelle. Donc, la simplification, la codification. Tout le temps, la même chose. Et on va s'apercevoir dans le temps que quelque chose qui, au départ, est extrêmement codifié et simplifié, peut très lentement se complexifier et prendre des visages extrêmement différents, malgré une codification de départ assez ferme. Et puis, c'est très important, il faut être adapté aux réalités, les matériaux, les outils. Je l'ai dit, la capacité d'appropriation par les maçons eux-mêmes. J'ai une petite théorie de développement qui dit qu'il suffit de doubler le nombre d'éléments intellectuels, qui composent une proposition, pour diviser par 10 la capacité qu'on a à la transmettre, pour diviser ensuite par 10 la capacité que celui à qui vous l'avez transmise la transmette elle-même, et pour multiplier par 10 le risque de malfaçon. Uniquement, vous doublez la valeur de connaissance et vous créez une succession, une courbe exponentielle de désaccrochage, de désengagement, tant sur la formation que sur le risque de malfaçon. Et c'est très compliqué parce que pour nous, doubler, c'est rien. On reste même avec 2 fois plus, ça reste absolument rien, ça reste d'un niveau très très bas chez nous. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été important, c'est l'idée de rester avec des concepts extrêmement simples qui puissent être réellement transmissibles d'un maçon paysan vers un maçon paysan. Et on voit que, ayant choisi au départ ce cadre, eh bien finalement celui-ci évolue. Des nouvelles propositions apparaissent, qu'elles soient techniques, qu'elles soient d'ailleurs entrepreneuriales, qu'elles soient pédagogiques, mais elles apparaissent sur un socle de départ extrêmement puissant et extrêmement ancré dans les réalités socio-économiques et culturelles. Donc, un savoir-faire maîtrisé par les maçons locaux, par de nouveaux acteurs. Après, notre programme, on a vu que petit à petit, il allait s'ouvrir à toute une série d'acteurs, les entrepreneurs de la ville, les artisans de la ville, les entrepreneurs, les architectes, un petit peu timidement mais réellement, les bureaux d'études, les ministères et autres acteurs institutionnels en charge des questions de l'habitat. Et donc là, il y a toute une dynamique très lente, de nouveau, mais réelle et mesurable, et qui, elle, s'appuie sur ce premier socle que j'ai largement décrit. Là, on passe sur la question méthodologique. J'ai déjà dit, une sensibilisation dans les villages, l'émergence d'un marché. On aurait peut-être pu mettre ça en avant dans la présentation. Voilà, aujourd'hui, nous avons deux défis. Amplifier, je l'ai dit, de passer de 30 à 60 à 80% la vulgarisation vers le plus grand nombre. Quels sont les moyens? Moi, je pense, après avoir prôné largement le marché, je pense aujourd'hui au marché subventionné, comme on le fait
en Europe pour l'habitat, les questions thermiques, etc. Pourquoi ne pas aller dire, ben, on va vous payer 25% de votre maison du moment que vous la construisez comme ça, pour des systèmes, en tout cas, d'amplification de la révolution architecturale. Et puis, je l'ai dit, les méthodes qui permettent d'impliquer les entreprises, les institutionnels, les clientèles urbaines, les clientèles communautaires, et derrière, les grands fonds de développement. Aujourd'hui, l'habitat est l'enfant pauvre du développement. Vous avez donc c'est la santé, l'éducation, l'agriculture, tous les sujets régaliens bien sûr, et puis quelques petits trucs qui passent comme ça, qui sont un peu des trucs, des effets de mode. Mais l'habitat, alors que c'est transversal, ça occupe absolument toutes les niches des vies sociales et économiques, que c'est le premier pollueur mondial hein, dans la chaîne, que c'est le premier business mondial. Eh bien aujourd'hui, vous n'avez pas de programme de développement. Vous avez des acteurs qui font de la recherche, qui font des propositions, mais il n'y a pas de véritable programme de développement grande échelle, en tout cas en Afrique. Donc là aussi, amener les institutionnels à aller prendre conscience de ça et aller chercher en eux-mêmes ou vers leurs partenaires de développement, les coopérations bilatérales et multilatérales, les fonds qui permettront une révolution architecturale dans les années à venir. Une petite parenthèse. Aujourd'hui, la coopération décentralisée, coopération bilatérale et multilatérale des régions, des communes, des États, des grands organismes, construit en Afrique des bâtiments qui seraient formellement interdits chez nous, tant pour leurs questions, pour leurs impacts environnementaux et leur peu d'adéquation aux problèmes climatiques, que pour des questions tout simplement de confort et d'économie locale. Ces bâtiments ne pourraient pas être construits. Aujourd'hui, toutes les salles de classe en Afrique de l'Ouest sont construites avec des toits de tôle, et vous avez 100 enfants à midi sous un toit de tôle dans un pays où il fait 45. Ça serait juste impossible. Et on continue, et on dit, et tous les acteurs disent, ah non, mais nous on fait de la santé, nous on fait de l'éducation, nous on fait de l'agriculture, nous on travaille pour les femmes, nous on travaille pour la gouvernance, on ne fait pas d'habitat. Donc c'est pas notre affaire. Je ne suis pas d'accord. Si on veut, le monde change, il faut le changer. Changeons le monde, et pour ça, c'est forcément une dimension holistique, et il faut absolument que ces questions transversales de l'habitat soient prises en compte dans les questions de développement. Pour paraphraser, pour illustrer un peu notre méthodologie de vulgarisation à grande échelle, je reprends le proverbe, je crois, de Lao Tzu, ne donnons pas du poisson, apprenons à pêcher. Mais je dis, allons plus loin. Non seulement il faut apprendre à pêcher, bien sûr, c'est évident ce qu'on a compris ou qu'on commence à comprendre, mais aussi apprenons à réparer le filet, parce qu'à quoi ça sert de pêcher le jour où le filet est foutu? Il faut en avoir un autre, il faut à construire ou à réparer le filet, et apprenons à vendre le poisson. Créons un circuit, un cercle vertueux dynamique d'économie pour mettre le savoir-faire en valeur et pour en faire un atout fort du développement. Voilà, on y revient. Un toit, qui était notre proposition technique, un métier, qui était le savoir-faire des maçons, un marché, et derrière, des impacts. En fait, excusez-moi, mais j'arrive du Mali où j'étais encore hier soir, et cette PowerPoint a été fait pendant mon voyage, donc je le découvre avec vous. Des photos, elles arrivent, j'espère. Donc une diffusion par le marché, on l'a dit, la cible, les clients, les maçons, la demande, l'offre, stratégie efficace. La voûte nubienne, c'est des équipes donc locales, régionales, qui accompagnent ces process de développement par le marché, et grâce à Dieu, des impacts croissants. Donc avec une base qui est d'abord le village, on commence au village, et puis une zone, une région, et
un maillage territorial à l'échelle de la région et à l'échelle du pays et à l'échelle, je dirais, du continent ou de la sous-région, de ces pôles de marché. Et petit à petit, et on le voit très clairement, aujourd'hui au Burkina Faso, 50% de la demande ne vient pas des zones où nous sommes installés. Elle vient de partout, les maçons se déplacent, les clients sont là, et on a même ce qu'on appelle le marché invisible, un marché que nous découvrons. Des maçons ont produit leurs propres bâtiments, et puis on a le plaisir de les rencontrer, et puis des maçons produisent et nous disent seulement, voilà, cette année j'ai fait ça, la typologie des clients, etc. Pas de typologie des clients, c'est très important, c'est la mesure de l'impact. Le développement a trop fait fi, à mon avis, trop basé sur des questions de bienfaisance et d'assistance, a fait fi des modes entrepreneuriaux. Moi, je suis un entrepreneur social. J'utilise les modes entrepreneuriaux, le marché, la mesure du résultat pour faire du développement. Le but des outils du marché n'étant pas le bénéfice, ou plutôt que les bénéfices ne sont pas en dollars, mais ils sont en impact, en résultat, en changement en transformation des problématiques. Donc ça, c'est important. Et si vous dites entreprise, si vous dites entrepreneuriat, vous dites mesure. Il est extrêmement important, et on a longtemps travaillé là-dessus, d'avoir une série, dans un programme, d'avoir une série d'indicateurs, d'avoir un tableau de bord qui vous permet d'anticiper, d'avoir des objectifs, de réaliser ou pas ces objectifs, d'analyser votre capacité de remplissage des objectifs, et de nouveau de créer une stratégie, de reconstruire une stratégie exactement qu'une entreprise. Voilà quelques réalisations. Vous avez l'image d'en haut, c'est le cœur du programme, la maison du paysan, sans bois, sans tôle, sans ciment, toit terrasse. Dans une économie locale, 70% du bâtiment peut être produit par le maçon, par le client lui-même, sous forme de briques, de terre, de main-d'œuvre, manœuvrage, etc. Et puis, les 25 ou 30% restants, c'est réinjecté dans une économie locale, c'est son voisin le maçon, ou un maçon venu de quelques dizaines de kilomètres. Et puis en bas, vous avez la villa en ville, pareil. Alors là, on utilise le ciment sur des matériaux durs, des pierres, du ciment, du goudron éventuellement en mélange, mais 100% du bâtiment est, pour le gros œuvre, en terre. Un programme qui était né en ville, à la campagne, aujourd'hui, montre peut-être ses plus grands intérêts économiques et en termes d'impact, d'empreinte CO2 en ville, parce que récupération du toit terrasse, R+1 sans dalle béton, donc ça, l'espace, la ville africaine, c'est la ville la plus pauvre et c'est en même temps la ville qui s'étend le plus, catastrophe au niveau des coûts, des réseaux, etc. Donc là, au moins, on pourrait imaginer sur des quartiers 70% de croissance à R1, R2 supplémentaires. Et puis le confort thermique, l'urbain a plus besoin de confort thermique à l'intérieur que le rural qui va sortir sous son manguier pour prendre le frais. Et puis quelques photos là de chantier. La terre, les briques, la voûte elle-même, les maçons, et quelques bâtiments institutionnels, églises, mosquées, le bureau qu'on avait déjà vu. Ça, c'est une salle d'alpha, oui, des salles de classe, centre culturel, etc., d'architecture ouverte. On voit tous ces bâtiments sont tous sur le même principe. 2 murs de 60, 3,30 mètres maxi de largeur, comme ça, et chacun va présenter peut-être un plan différent, une finition différente, une proposition différente. Voilà, je me dois de vous remercier tous. De vous remercier et d'espérer d'une façon ou d'une autre votre soutien à notre programme qui a encore de très longues années de travail assidu devant lui.